Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette première session de questions-réponses que PLDH vous propose sur les questions d'actualité droits de l'homme. Merci à tous ceux qui nous ont posé quelques questions et qui ont eu l'audace de se jeter à l'eau pour cette première session. Comme on vous l'a expliqué, il y aura environ une session toutes les 6 semaines, 4-6 semaines en fonction du nombre de questions que vous nous posez, donc n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse info@pldh.org. Et puis quelqu'un de l'équipe répondra, ce sera de loin, pas toujours moi. Je me lance pour cette première session, mais vous verrez aussi d'autres visages de l'association. Alors, on a plusieurs questions aujourd'hui qui sont très intéressantes et qui concernent l'actualité du moment. Donc, je vois que vous suivez et que vous êtes alerte sur ce qui se passe. Je vais les prendre les unes après les autres et puis on va voir où ça nous mène. Première question, l'urgence climatique est-elle un droit de l'homme? Alors, c'est une question complètement d'actualité. À la fois après les élections municipales françaises qui ont eu lieu hier soir, enfin le second tour, et puis tout ce qu'on a entendu autour de la Convention climat. Il y a d'ailleurs un post sur notre blog qui va bientôt sortir, qui sera sorti à l'heure où je vous parlerai devant cette caméra. L'urgence climatique est-elle un droit de l'homme? Alors en tant que tel, pas complètement. Par contre, évidemment, les juridictions européennes et nationales ont reconnu que le réchauffement climatique pouvait avoir un impact sur un certain nombre de droits, comme par exemple le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à la vie privée et familiale s'il y a des problèmes d'habitation par exemple, le droit à la propriété privée aussi, pour par exemple, on peut imaginer des personnes qui habiteraient en zone côtière, qui seraient inondées de manière récurrente, etc. Donc, en tant que tel, non, mais il y a énormément de droits dérivés auxquels on peut arriver à travers la question de l'urgence climatique. C'est d'ailleurs ce qu'a fait notamment la jurisprudence néerlandaise il y a quelques mois maintenant, dans un arrêt assez discuté et échangé. Il y a plusieurs affaires pendantes aussi dans la Cour européenne sur ces questions. Donc non en tant que tel, mais oui à travers d'autres droits. Deuxième question, j'ai vu qu'on rapatrie les enfants de djihadistes et je ne comprends pas très bien. Alors, c'est vrai qu'en France, en tout cas, il a été question de cet aspect dans les dernières semaines. Quel est le raisonnement du point de vue juridique? Là, je parle évidemment du point de vue juridique, c'est de dire que les États doivent faire tout ce qu'ils peuvent pour ne pas créer de situations qu'on appelle d'apatridie, c'est-à-dire de personnes sans nationalité, parce qu'on considère que sans nationalité, on ne bénéficie pas d'une certaine protection, etc. Et donc, la règle veut, si vous voulez, que ces enfants, alors s'ils sont nés en France, c'est un point, mais généralement ils ne sont pas nés en France, on considère qu'ils doivent avoir la protection de l'état de nationalité de leurs parents. Donc là, en l'occurrence, on parlerait d'enfants de citoyens français, enfin avec la nationalité française. Et donc l'idée c'est de les rapatrier pour respecter un autre principe juridique important qui est celui de l'intérêt supérieur de l'enfant, donc en considérant qu'il doit être protégé par un État et souvent remis aux grands-parents par exemple ou à d'autres personnes de la famille. Donc ça c'est le versant juridique, c'est ce qui explique que la question se pose du point de vue juridique et qu'il y a certains avocats d'ailleurs qui prennent en charge cette question pour y répondre. Troisième question, c'est des questions très franco-françaises, mais c'est très bien. On élargira au fur et à mesure, j'espère. Qu'est-ce qui se passe avec l'affaire Fillon? La justice est-elle indépendante en France? Ça aussi, j'imagine que c'est lié à des éléments d'actualité récente. L'un des points, je viens de voir d'ailleurs que la décision a été rendue publique il y a quelques instants concernant cette affaire. L'un des points était de dire, donc suite à l'audition de la responsable du PNF, le Parquet national financier, qui dénonçait des pressions du gouvernement pour obtenir des informations. Alors là, encore une fois, du point de vue juridique, c'est complètement légal, d'après l'état du droit en France, que les parquets fassent remonter des informations à leur hiérarchie, donc jusqu'au ministère de la Justice. Pas les pièces, par contre, ça, enfin, les pièces de procédure, on ne peut plus les faire remonter depuis quelques années seulement, c'est pas si vieux que ça. Je crois que c'est 2012, 2013, quelque chose comme ça. Donc du point de vue de la remontée des informations, ça c'est quelque chose qui est possible. Et à quoi ça sert? En fait, ça sert
au gouvernement pour adapter sa politique pénale, qui est un point important dans la gestion de l'ordre public. Le problème, c'est que, pour resituer, le problème, c'est que dans certaines situations, évidemment, on se demande en quoi la remontée d'informations peut servir des intérêts politiques. Donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup en ce moment, mais du point de vue juridique, si les circonstances le justifient, la remontée d'informations n'est pas forcément illégale en soi. Voilà. Après, il faut voir évidemment à quoi elle a servi. Dernière question pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui est vraiment dénoncé aux États-Unis avec Black Lives Matter? D'où est-ce que ça vient? Oui, alors ça, évidemment, c'est quelque chose qui occupe beaucoup l'actualité. Pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, donc c'est parti de violences policières, donc c'est parti d'un homicide par un policier blanc d'une personne noire. Et donc on a dénoncé à partir de là, de manière très intensive, le traitement de la population afro-américaine aux États-Unis par la police. Mais en réalité, il me semble que ce qui est dénoncé, c'est un système de fonctionnement beaucoup plus général qui repose sur un avantage, on va dire, qui est donné à un certain type une certaine catégorie de la société. En gros, pour résumer, l'homme blanc hétérosexuel, et comme la société est fondée sur ce concept, on va dire, sur ce présupposé, tout tourne autour de ça. Et donc, ce qui est dénoncé, c'est que les minorités n'ont pas forcément accès aux mêmes facilités, que ce soit sociales, économiques, d'éducation, de formation, d'emploi évidemment, de santé aussi, et que pour y avoir accès, elles doivent faire des démarches beaucoup plus difficiles. Et donc c'est un système en fait disproportionné qui est dénoncé et qui s'étend plus loin que les États-Unis. C'est parti, on va dire, de cet épisode qui n'est de loin pas le premier et qui a lancé une vague de protestation en fait aux États-Unis, mais pas uniquement. On en a vu aussi dans d'autres pays, dont la France, avec des situations qui ont été dénoncées, qui sont dénoncées depuis plusieurs mois, mais qui le sont encore plus maintenant, pour essayer de changer un peu les choses. Donc voilà, d'où ça vient la différence peut-être quand même, c'est que du côté américain, il y a le passé évidemment esclavagiste et ségrégationniste qui est aussi remis sur la table, puisqu'évidemment il y a eu l'abolition de l'esclavage comme il y a pu y avoir en Europe. Par contre, il y a eu ensuite une division de la population en fonction de la race, donc c'est une division, c'est une ségrégation raciale, avec la doctrine séparés mais égaux, qui a été validée par la Cour suprême pendant de nombreuses années. Donc les populations étaient vraiment vivaient de manière séparée, des bus séparés, des écoles séparées, des hôpitaux séparés, etc. Ce qui évidemment a ralenti beaucoup le développement social, économique et éducationnel d'une partie de la population qui était en réalité moins bien traitée que l'autre. Et tout ça, ça laisse des traces, même des années après, et des dénonciations qui continuent d'être fondées aussi sur ce point. Voilà, j'espère que j'ai répondu un petit peu à vos questions. On attend les suivantes. N'hésitez pas, donc par mail. Vous voyez qu'il n'y a pas de stress, tout est anonyme. On n'est pas là pour vous ficher. C'est vraiment fait pour échanger un petit peu avec vous. Encore une fois, ce sera de loin pas toujours moi qui répondrai. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions, y compris sur le monde en général et pas que sur l'Europe ou la France, parce que là on avait des questions très franco-françaises. Mais n'hésitez pas, on a beaucoup de monde dans nos équipes qui peuvent répondre sur évidemment d'autres aspects. À très très vite.